j'avais donc une intervention effectuée donc sur un coffret à Cam dans lequel passait donc du 10 000. Ce coffret donc n'était pas encore terminé au point de vue installation. Il manquait notamment donc des presse-étoupes en fond de caisson qui pouvaient éventuellement donc amener de l'humidité dans ce coffret. Donc, suite à la demande donc de mon client, sachant que ce coffret était absolument hors tension, mon client m'a demandé de vérifier le taux d'humidité dans le coffret. Et c'est là que j'ai mis la main. J'ai même pas eu le temps, disons, de réagir, que j'ai été donc rejeté avec une flamme bleue, mais bleu ciel, de 20-30 cm, et qui m'a donc plié donc après en deux. Je me suis retrouvé donc plié en deux donc sur la passerelle. Souvent, on considère dans le BTP que le risque électrique est réservé aux électriciens. Bien entendu, c'est faux. On a beaucoup plus de risques d'être électrisé quand on est plombier ou maçon. Tous les utilisateurs d'outillage électroportatif sont concernés. D'autre part, le nombre des accidents d'origine électrique est mal connu, car il peut entraîner des conséquences différentes de l'électrisation, comme par exemple une chute de hauteur. De plus, lorsque nous sommes électrisés en prenant une châtaigne, souvent nous ne disons rien à personne. Pourtant, les conséquences peuvent arriver immédiatement en cas d'électrisation grave, mais également à moyen terme. Des brûlures électriques superficielles ou profondes, des complications oculaires ou cardiovasculaires, des accidents neurologiques ou rénaux. Les solutions existent. Et nous allons regarder ensemble comment mieux maîtriser ce risque électrique qui est sournois, car contrairement à d'autres risques, comme les chutes de hauteur par exemple, il ne se voit pas. Le risque principal, c'est qu'une personne touche des fils sous tension et avec le contact de l'eau. On sait très bien que l'eau et le courant, ça ne fait pas bon ménage et la plupart des accidents sont dus à l'eau. Faire attention aux rallonges, faire attention aux boîtes de dérivation, aux électriciens, essayer de les fixer au maximum en hauteur, essayer de mettre des plastiques. Et puis tout le monde de savoir que plusieurs fils ont du courant, donc faire attention, pas toucher n'importe quoi. Commençons par les installations électriques de nos dépôts. Au fil du temps, la protection qui était prévue initialement peut se dégrader. C'est pourquoi la visite d'un organisme agréé permettra de s'assurer que notre installation est toujours bien protégée contre les risques électriques. Bien entendu, c'est sur les chantiers que le risque électrique est le plus important. Tout d'abord, nous devons veiller à avoir une alimentation sécurisée, c'est-à-dire réalisée ou contrôlée par un électricien. Ces dispositifs sont protégés par des disjoncteurs différentiels 30 mA. Attention, dans le cas de chantier chez les particuliers, si nous nous branchons directement sur l'installation domestique de notre client, il se peut que nous ne soyons pas protégés. En effet, rien ne nous prouve que les protections électriques de notre client soient efficaces. Dans ce cas, nous devons intercaler un dispositif différentiel entre l'outillage électroportatif et la prise électrique. Le matériel doit aussi être adapté aux contraintes du chantier, c'est-à-dire qu'il a été acheté chez des revendeurs professionnels. Ainsi, il sera conçu pour une utilisation en chantier avec des normes sécurisantes pour nous. De même, les rallonges seront aussi conçues pour résister à toutes les contraintes du bâtiment et ne dépasseront pas 25 mètres. Dans les locaux humides ou conducteurs, ces précautions ne suffisent pas, car le risque électrique est plus important. Dans ce cas-là, nous utiliserons du matériel sur batterie ou alimenté en 24 volts. Si nous intervenons à proximité des réseaux aériens ou enterrés dans le domaine public, il nous faudra établir une demande de renseignement, puis une déclaration d'intention de commencement de travaux dans le cas où nous devons intervenir à proximité de conducteurs sous tension. Pour les lignes aériennes, nous devons nous assurer de ne pas approcher en dessous d'une certaine distance de sécurité, 3 mètres si la ligne est inférieure à 50 000 volts, 5 mètres si la ligne est supérieure ou égale à 50 000 volts. En effet, il n'est pas nécessaire de toucher une ligne haute tension pour être électrisé. Pour les lignes enterrées, en deçà d'une distance de 1,50 m, nous ne pouvons plus utiliser d'engin mécanique.
je suis vivant, j'ai rien, apparemment. Voilà. Donc de là, je suis redescendu de cette crénoïne, mais c'est de là qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait à peu près 40 mètres en étant tétanisé, c'est-à-dire comme les petits vieux, on est disons, en battement des bras et impossible d'arrêter dans la machine infernale. Un problème comme ceci arrive parce qu'il y a eu donc des défauts donc, de consignation. C'était deux sociétés différentes qui devaient se coordonner donc, pour effectuer une bonne mise aux normes de cette installation, notamment attestation de consignation, mise à la terre, système de clés, donc amont, aval. Au bout d'un an et demi, je suis encore en soins. Il y en a beaucoup qui sont morts, il y en a quelques-uns qui sont vivants, mais brûlés, et puis il y en a d'autres qui ont eu de la chance, ils sont comme moi. Le risque électrique pour les non-électriciens est particulièrement dangereux, car il est potentiellement mortel. Pour nous en protéger, il nous suffira d'appliquer les quelques règles simples que nous venons de voir ensemble. N'oubliez pas que votre médecin du travail est votre conseiller. N'hésitez pas à lui parler de votre poste de travail.